Bienvenue à Tanger. Bonjour et bienvenue au Maroc. Je vous propose un voyage inédit, une traversée francophone de ce pays, de Tanger la cosmopolite jusqu'aux confins du Sahara, à Laayoune et à Tarfaya. Du nord au sud, je veux vous emmener hors des sentiers battus de la francophonie ici au Maroc. De l'effervescence urbaine jusqu'aux vastes étendues désertiques, nous allons partir ensemble sur les routes de ce pays francophone où le français n'est ni langue officielle, ni une langue morte, mais bien une langue vivante, une langue d'expression, de création et de transmission. Notre voyage commence tout au nord du pays, tout près du détroit de Gibraltar, dans la ville de Tanger. Et pour me faire découvrir celle qu'on surnomme justement la ville du détroit, mais aussi la ville blanche ou encore la porte de l'Afrique, j'ai rendez-vous avec un dramaturge et un directeur de théâtre. Il s'appelle Zouber Benbouchta, c'est un Tangérois de cœur. Il m'a donné rendez-vous dans son théâtre. Avec lui, nous allons explorer cette ville qui a un dernier surnom, c'est la ville des artistes et des écrivains. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie à travers le Maroc. Zouber est une voix importante du théâtre marocain. Autodidacte passionné, il s'est imposé comme metteur en scène et auteur avec des pièces traduites en plusieurs langues. Sa principale source d'inspiration, c'est Tanger, une ville qu'il connaît par cœur, qu'il explore sans relâche à l'écoute de ses rues, de ses gens et de ses artistes. Son engagement ne s'arrête pas à la scène. À la tête du théâtre Riyad Sultan, au cœur de la Médina, il a fait de ce lieu un espace ouvert, vivant et accessible. On y voit du théâtre, on y écoute de la musique, on y lit aussi, grâce à la plus grande bibliothèque théâtrale de Tanger, et des artistes y trouvent refuge pour créer. Zouber défend une idée simple, la culture doit être accessible à tout le monde, et il en fait une réalité, jour après jour dans sa ville de Tanger. Bonjour Zouber. Bonjour Yvon. Je suis ravi de te rencontrer. Ah ben, moi aussi. Pourquoi ton théâtre s'appelle le Riyad Sultan? Riyad Sultan, il prête son nom de ce fameux jardin, le plus vieux parmi l'un des vieux jardins andalous au Maroc, qui fait partie de l'enceinte du palais du sultan Dar el-Mkhzen, qui remonte au XVIIIe siècle. Juste après 1979, ça est resté abandonné, non fonctionnel. Et moi, j'ai pensé toujours d'installer un théâtre de proximité, donc voilà, j'ai eu cette chance et je ne voulais pas la lâcher. Parce que la ville de Tanger, elle est réputée pour être la ville des écrivains et la ville des artistes. Avant, c'était une ville qui inspire les écrivains, les artistes, autant que créateurs. C'est-à-dire c'était une ville de résidence. De création, etc. Mais maintenant, avec tout cette panel d'infrastructures culturelles, installations culturelles qui existent depuis juste après le Covid à Tanger, Tanger est devenu, pour ces artistes et ces écrivains, non seulement un lieu de création ou de résidence, mais aussi de diffusion et de rencontre avec le public et de partage. Bon, tu me fais visiter ta ville de Tanger? Ben avec plaisir. On y va? On y va. Ah ben c'est parti. Yallah. Ah, c'est comme ça qu'on dit au Maroc. Ouais. Yallah. Ah, c'est magnifique. Donc ça c'est Café Culturel Chefa, j'aimerais bien t'en parler parce que c'est un romancier et écrivain qui l'a fondé, qui s'appelle Youssef Cheba. Avant c'était un atelier de couture, mais lui il a acheté ce coin pour installer un café culturel. Voilà. Donc c'était un atelier de couture, c'est un atelier de culture maintenant. Exactement, c'est pour tisser les liens entre les mentalités et les civilisations. Et les Tangérois. Et les Tangérois, bien sûr. Voilà, c'est le Petit Soko. C'est le lieu là où se rencontraient pas mal les habitants, les étrangers, les marins, parce que
c'était aussi un lieu qu'on découvre dès qu'on arrive de côté mer du port à Tanger. Et ce lieu, il a une histoire aussi littéraire, alors. Et il a une histoire littéraire, bien sûr, parce qu'il était toujours fréquenté par des écrivains, des peintres. Par exemple, dans ce café, il y avait des écrivains qui sont passés, des Paul Bowles, Jean Genet, Tennessee Williams, par exemple. Il a imaginé pas mal de ses pièces ici. William Burroughs, bien sûr, Jacques Kerouac. Tous les grands voyageurs, Mohamed Choukri, Matisse, Delacroix, ils sont tous passés par là. C'est toute une histoire, le Petit Soko. C'est un village à part. Au cœur de Tanger, il y a un lieu culturel incontournable, la librairie des Insolites. En 2021, elle reçoit le prestigieux prix de la librairie hors de France, décerné par le magazine Livre Hebdo. Bonjour et bienvenue à la librairie Les Insolites à Tanger. Stéphanie Gaou est l'une des Françaises les plus connues de Tanger. C'est elle qui a créé il y a 15 ans cet espace hybride qui allie librairie, galerie d'art et espace de rencontre. L'idée, quand je me suis installée à Tanger, c'était d'installer un lieu aussi dans la ville qui bouscule un peu ce que j'ai toujours appelé le mythe de Tanger, parce que j'avais le sentiment que cette ville, elle était un peu enquistée dans son passé. Et moi, ce qui m'intéressait à Tanger, c'était que c'était une ville africaine, même si elle a été beaucoup racontée par les Occidentaux, par les Européens, par les auteurs étrangers. Elle a été vue depuis l'extérieur, mais pour moi, c'était une porte d'Afrique. Et d'ailleurs, quand on arrive d'Europe, c'est la porte de l'Afrique. Et j'avais envie de réinscrire cette ville dans son africanité. Donc voilà, c'était aussi, depuis 15 ans, de montrer d'autres regards, d'autres voix, d'autres discours, d'autres récits. On continue à cultiver des livres en français, malgré une mode très anglophone au Maroc. L'idée, c'est de pouvoir lire le plus possible de livres pour conseiller le mieux possible les clients. La photo, ça fait partie de l'activité galerie de la librairie. Ce que j'aime particulièrement, c'est mettre en avant des artistes émergents, dont c'est la première exposition aux Insolites. Ça me permet de les accompagner sur la promotion d'une exposition, sur ce qu'on appelle l'editing. Enfin, je suis un peu une maman pour beaucoup de photographes. Le terme est un peu trop affectif, mais c'est quand même le cas. Cette collection, elle est intéressante parce qu'elle a été créée à Tanger par une artiste américaine qui s'appelle Helena Prentice. Elle a créé ces livres avec des formats taille carte postale qui font intervenir des auteurs, des photographes, des témoignages de Tanger. Donc c'est une multitude de voix pour raconter Tanger que je trouve vraiment intéressante. C'est une des maisons d'édition qu'on met beaucoup en avant à la librairie. Alors là, quand on arrive ici, ce qu'on a en face de nous, c'est l'Espagne. Bah oui, et à l'Espagne, c'est notre miroir de chaque jour. Chaque matin, moi, c'est mon chemin quotidien de toujours. On est à combien de kilomètres là à peu près? C'est 14 kilomètres. 14 kilomètres. Donc il y a deux côtes qui se miroitent, quoi. On est vraiment dans un bain hispanophone, dans cette partie du Maroc. Mais à Tanger, on a toujours cette on a une habitude de parler plusieurs langues dans une phrase. C'est-à-dire, on dit toujours à la tangéroise. Tu peux trouver un mot en anglais, un peu en allemand, en italien et en français, en espagnol, en arabe. Bon, faut que tu m'apprennes à parler tangérois. Ben, quand tu veux. Il faut que je reste ici un peu. Tu vas t'inspirer. Difficile de ne pas tomber sous le charme de Tanger en déambulant dans ces rues aux côtés de Zuber. Il me guide avec passion à travers les lieux qui nourrissent son imaginaire, ruelles sinueuses, façades discrètes, maisons chargées d'histoire, mais aussi des espaces culturels emblématiques, comme la salle Beckett de l'Institut français, qui continue de faire vibrer la tradition théâtrale tangéroise entre ses murs. Pour terminer cette promenade, Zuber m'emmène vers son lieu préféré, l'endroit magique où l'océan Atlantique et la Méditerranée se rejoignent. Donc voilà, là, à la fin de cette belle journée que j'ai passée avec toi, je t'amène à cet endroit que j'aime beaucoup, c'est la plage préférée. Je la considère comme ma chambre maritime. Et en plus, je suis très copain avec le coucher de soleil.
Donc c'est ici que je parle au soleil. Au soleil qui se couche. Qui se couche parce que je lui confie mes secrets, mes inquiétudes, mes joies aussi. Joubert, qu'est-ce qui t'inspire le plus finalement dans ta ville de Tanger? C'est mystère. Tanger, c'est une ville ouverte sur ses mystères, comme il est ouvert sur ses deux mers. C'est pourquoi il inspire les écrivains et les peintres, parce que quand il y a un mystère, on aime toujours comprendre. C'est pourquoi ça provoque l'écriture, la création et tout, pour comprendre le monde. Ici, on est tout proche de l'Espagne, et pourtant, Tanger se vit en français. Qu'est-ce que la langue française apporte dans ta vie d'écrivain, de dramaturge, de directeur de théâtre? Pour moi, le français, c'est une fenêtre sur le monde. Sur le monde, c'est-à-dire sur la culture. J'ai fait beaucoup de résidences d'écriture à Paris, par exemple. Je travaillais avec des artistes, etc. Et c'est là où j'ai eu des opportunités pour perfectionner le français et lire beaucoup. Tu vois, le mystère, c'est que je suis tangérois et je découvre le monde à travers le français et pas à travers l'espagnol. Si tu avais un mot pour définir le Maroc, ton pays, ce serait lequel? Je ne trouverais pas mieux que cette signification qui a donné le feu Hassan II au Maroc. C'est-à-dire le Maroc est un arbre qui a ses racines enracinées dans l'Afrique et qui a ses branches qui s'étalent et s'envolent en Europe et dans le monde. Merci de m'avoir fait découvrir ta ville de Tanger. C'est la première étape de mon voyage ici au Maroc. Et je crois, si tu es d'accord, qu'on peut profiter ensemble du coucher de soleil. Je t'invite. Avec plaisir. Je vous emmène maintenant à 1 heure de route de Tanger, sur la côte méditerranéenne, dans la ville de Tétouan. Une ville extrêmement réputée pour son architecture andalouse. On l'appelle même la fille de Grenade. Alors que ce soit à Tanger et encore plus à Tétouan, vous l'avez compris, nous sommes ici dans une zone d'influence espagnole. Et c'est justement ce qui m'intrigue. Comment vit la francophonie dans cette ville très marquée par l'histoire hispanique et qui est un petit peu en dehors des circuits touristiques? Pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Salma Balawan, c'est une artiste numérique tétouanaise. Mais avant ça, petit détour par le nord-est du pays, direction Guersif, pour vous présenter un projet étonnant. Alors vous êtes prêts? C'est parti sur les routes marocaines. Bienvenue dans la région de l'Oriental, en périphérie de la ville de Guersif, pour découvrir un projet culturel unique porté par l'Institut français du Maroc, le Bibliotobis. Ce bus culturel et multimédia itinérant, entièrement conçu à partir d'un conteneur transformé, fait office de véritable médiathèque mobile. Chaque mois, le Bibliotobis parcourt une région du Maroc pour offrir aux élèves des écoles rurales ou périurbaines un accès privilégié à la culture. Sur ces 56 mètres carrés aménagés grâce à une collaboration entre entreprises marocaines et françaises, il propose 300 livres en français, arabe et amazigh, des contenus numériques accessibles via des tablettes et des casques de réalité virtuelle et une immersion dans les collections de musées français et francophones. Moi, travaille à l'Institut français de Rabat. Il suit ce projet depuis son lancement il y a 4 ans. Pour lui, le Bibliotobus est une sorte de 13e institut français, à la fois mobile et accessible, qui vient compléter les 12 établissements culturels français permanents présents sur le territoire marocain. Ce qui me plaît dans le Bibliotobis, c'est plus on découvre une langue, plus on veut la parler, plus on veut regarder des films dans cette langue, etc. Donc c'est ce qui me motive personnellement. Et puis la médiation culturelle me tient à cœur. Donc l'idée de ce projet, c'est que ces jeunes derrière moi puissent avoir accès donc, à cette petite dose qui permettra par la suite d'aller voir des concerts, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, que tout ce champ de possibles puisse être devant eux. Dans la région de Guersif, ce sont les élèves de 17 écoles qui bénéficieront des activités du Bibliotobus pendant 15 jours grâce à un partenariat étroit entre l'Institut français et les autorités éducatives locales. Pour Jamal, le directeur de l'école où le Bibliotobus a fait escale, ce projet est bien plus qu'un événement exceptionnel.
Imaginez notre attente quand on attendait l'arrivée du bus. C'était vraiment fantastique. Il est arrivé la nuit, même la nuit, on était tous là. Moi et les habitants, on attendait avec impatience ce projet. J'étais ébloui par tout le contenant du bibliothobis, les ateliers, les techniques, le musée artistique bien sûr. Et tout ça va les aider dans leur apprentissage et aussi il va consolider les liens sociaux entre les élèves et essayer de profiter de ce bibliothobis le maximum possible. Salma est l'une des figures montantes de l'art numérique au Maroc. Diplômée de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, elle poursuit actuellement un doctorat en art des images et art contemporain à l'Université Paris 8. Depuis plusieurs années, elle développe un projet ambitieux, une visite virtuelle interactive du Centre d'art moderne de Tétouan. Ce dispositif innovant permet au public d'explorer les ateliers d'artisans locaux et de découvrir leurs œuvres depuis un espace numérique immersif. En installant un pont technologique entre tradition et innovation, Salma met en lumière les savoir-faire patrimoniaux tout en leur offrant une nouvelle vie à travers des outils numériques. Au cœur de sa démarche se trouve une volonté forte de valoriser et de sauvegarder l'artisanat marocain, en particulier celui de Tétouan, sa ville de cœur, qu'elle me propose de découvrir avec elle. Salut Salma! Bienvenue à Tétouan. Merci, je suis ravi de te rencontrer. Et puis tu m'accueilles dans une place en plein centre de Tétouan. Ça ressemble un petit peu à l'Espagne quand même. Hein. Ah oui, c'est un espace bien animé qui fait partie de l'architecture ensanche. C'est l'extension de la ville influencée par l'architecture arabo-andalouse et espagnole. Oui, parce qu'ici on est tout proche de l'Espagne. Les Espagnols sont restés longtemps ici. Exactement. Ça se voit à travers le style architectural mélangé entre tout ce qui est andalous et le style néoclassique. Alors, par conséquent, ça donne ce qu'on appelle le néo-arabe. Et puis on a même derrière nous une église. Ah oui, c'est l'église de la ville. C'est comme Notre-Dame de Tétouan. Tu me fais découvrir ta ville de Tétouan? On y va? Allez, c'est parti. Alors là, Salma, on quitte la ville moderne et derrière les remparts, c'est la Médina. Oui, c'est l'ancienne Médina de Tétouan, construite, je pense, en 15e siècle. Et c'est l'une parmi les plus petites médinas du Maroc, mais il est bien conservé. D'accord. Alors, bienvenue à l'espace El Foudan avec cette magnifique vue sur l'ancienne Médina. En fait, Salma, il n'y a pas beaucoup de médinas comme ça au Maroc, à flanc de collines. Justement, ça reflète toute une culture de la cohabitation et reflète aussi la solidarité entre les habitants et les gens tétouanais. Il y a vraiment une proximité des gens ici à Tétouan. Exactement. Salma, cette place, elle est très grande. Qu'est-ce qui se passe habituellement ici? Justement, c'est un espace de croisement et de rencontre de Tétouanais. C'est un espace d'ambiance dans lequel on fait souvent des projections, des films, d'animation et d'autres activités culturelles. Bon, tu me fais visiter la Médina? Yallah, on va vers cette petite ruelle pour entrer l'ancienne Médina. D'accord, là, par la petite porte. Yallah. Allez, yallah, on y va. C'est très très étroit, hein. Je te suis. Oui. Ah oui, Salma, quand tu arrives ici, il y a un petit contraste quand même entre le vide de la grande place et puis ici c'est super animé quoi. Alors c'est hyper animé comme toujours, ouais. C'est un espace ruelle inspirant. Pour toi? Pour moi.
Donc en fait, Salma, tu viens tous les jours ici dans la Médina pour voilà, t'inspirer et pour créer ton art numérique. Exactement, pour moi c'est un espace d'interaction entre plusieurs gens qui reflète vraiment cette vie populaire des gens tétouanais et d'autres. Et je me sens vraiment inspirée, je trouve toujours des trucs de l'occasion pour les détourner et de toujours créer autre chose. Alors là, je vois le tamis. C'est un objet parmi mes objets préférés. C'est un objet artisanal 100%. J'ai travaillé pas mal des installations avec cet objet parce que je fais le détournement. Je travaille sur le papier blanc, sur plusieurs couches et après je colle tous les cercles du papier sur le tamis et après je fais une projection de la lumière pour qu'il puisse traverser l'autre côté et voir le visuel. C'est sorte d'une co-création entre artisans et artistes. Génial. Bienvenue à Tétouan. Merci. Alors là, il y a pas mal de gens qui travaillent sur des métiers d'artisanat comme la fabrication des chapeaux, le tissage des papiers. Et ça donne vraiment une diversité et de la richesse de la ville de Tétouan. Et bien sûr les tapis. Oui, le tapis m'inspire d'une façon spéciale parce qu'il fait partie de mon projet du doctorat. Je travaille actuellement sur la co-création entre l'IA et la sensibilité de la main des artisans. Salma me propose de passer par le musée Bab El Okla qui offre une immersion profonde dans l'âme de Tétouan à travers ses collections artisanales et ses pratiques culturelles. C'est sur la terrasse du musée qui surplombe la ville que j'ai envie d'en savoir plus sur l'engagement de Salma pour la transmission et l'innovation culturelle. Le numérique, les nouvelles technologies, pour toi c'est un bon moyen de faire découvrir aussi ce patrimoine marocain qui t'est si cher? C'est comme une invitation pour les gens pour venir à Tétouan et voir les styles architecturaux qui ont très variés, voir les artisans faire des collaborations et des créations variées. Qu'est-ce que tu aimes finalement le plus dans ta ville de Tétouan? J'aime beaucoup les promenades du matin. Il y a vraiment une sensation de sécurité, je me sens à l'aise, comme la nostalgie vers le passé. Je vois que Tétouan reste parmi les villes rares qui préservent le passé et qui gardent aussi cette vision moderne vers le futur. Si tu avais un mot, Salma, pour définir ta ville de Tétouan, ce serait lequel? Tétouan, c'est la ville spirituelle pour moi. Je me sens sécurisée, je me sens qu'il m'inspire pour créer chaque fois. Et si tu avais un mot pour définir ton pays, le Maroc? Le Maroc à visiter. À visiter, ça c'est sûr. Oui. Écoute, je te remercie de m'avoir fait découvrir ta ville de Tétouan. Je vais continuer ma visite du Maroc, mais tu sais, tu m'as vraiment donné envie de revenir à Tétouan. Mais tu es le bienvenu le temps que tu veux. Merci beaucoup Salma. Merci. Cap maintenant vers le sud, à Meknès, l'une des 4 villes impériales du Maroc. Elle est moins touristique que Fès ou Marrakech et c'est pour cela que j'aimerais vous y emmener. Et pour découvrir cette ville autrement, j'ai rendez-vous avec Sarah Jabri, une jeune femme marocaine qui a Meknès chevillée au cœur.
Une fille de Meknès, comme elle aime se définir, Sarah Jabri incarne avec fierté l'attachement à ses racines. C'est sur les bancs de l'école publique de sa ville qu'elle découvre la langue française, qu'elle manie aujourd'hui avec aisance et professionnalisme dans ses reportages pour la chaîne nationale marocaine 2M, qui propose de l'information et des programmes en français. Son parcours l'amène d'abord à Rabat, la capitale, où elle se forme au journalisme, puis vient Casablanca, où elle affine son expérience au sein des rédactions. Un site historique qui s'ouvre sur le quartier le plus touristique. Mais malgré les opportunités des grandes villes, le cœur de Sarah reste à Meknès. Fidèle à sa terre natale, elle y revient pour couvrir l'actualité locale et régionale en français pour la 2M, offrant une voix médiatique à une ville souvent discrète. C'est donc un visage et une voix francophone de Meknès que je m'apprête à rencontrer. Bonjour Sarah. Bonjour Yvan. Alors ici, c'est 3 bises, une d'un côté, 2 de l'autre. 2 de l'autre. Pour bien accueillir les invités et pour les faire sentir comme s'ils étaient chez eux. Parce qu'on a l'art de recevoir ici à Meknès et partout au Maroc. Ça, je l'ai remarqué. Et tu m'accueilles dans une place assez impressionnante. C'est la place Lehdim, c'est le cœur battant de la Médina de Meknès. La Médina qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un espace à la fois commercial et aussi historique et culturel. Mais le soir, vraiment, cette place se transforme en véritable théâtre à ciel ouvert avec des artistes de rue, des conteurs, il y a des charmeurs de serpents, des musiciens, des acrobates. Et Meknès est aussi l'une des 4 villes impériales du Royaume du Maroc. Alors tout à fait, elle fut la capitale du temps du sultan Moulay Ismaïl. Et d'ailleurs, tous ces remparts et tous ces monuments historiques témoignent de cette époque glorieuse de la cité. Et en même temps, les touristes ne s'arrêtent pas forcément dans ta ville à Meknès. Malheureusement, effectivement, on s'aperçoit que les touristes prennent Meknès pour une ville de passage. Et donc vraiment, Meknès mérite d'être une destination culturelle à part entière. Bon, je sens que je vais adorer Meknès avec toi, que je vais peut-être avoir envie d'y rester. Tu me fais découvrir ta ville? Alors, je te propose, pour commencer, un petit tour à la Médina. Eh bien, on y va. Bienvenue chez vous, bienvenue les épices marocaines, c'est de l'art culinaire, bienvenue au Maroc. Alors Yvan, je te propose maintenant de visiter et de découvrir un peu le marché de la place Lehdim de la Médina. C'est ici que nous, Meknessi, venons pour faire nos emplettes pour les grands jours, les fêtes, le mois de Ramadan, pour s'approvisionner en épices, en gâteaux, en cadeaux aussi, puisqu'il y a des produits de l'artisanat. Puis alors, Sarah, ça sent très très bon. Alors tu peux ressentir toutes les odeurs, ces odeurs d'épices, ces odeurs d'olives, de dattes, de gâteaux traditionnels. Et c'est la fleur de rose justement. Voilà, monsieur, c'est les fleurs de rose de la région de Sahari de Maroc. Et on a aussi le safran de Maroc. Indispensable pour la cuisine. Indispensable pour la cuisine marocaine. Très très bon pour la cuisine de Maroc. Et on a aussi un parfum solide qui s'appelle ambre. Ça, elle reste 10 ans de garantie. Tu peux mettre de les valises, de les placards, de les armoires. Comment tu trouves? Génial. 10 ans de garantie alors. Oui, bien sûr. Alors là, je sens bon pour 10 ans, mais je t'avoue, quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, j'ai quand même un petit peu l'eau à la bouche. Alors ça tombe bien, je te propose de goûter des petites douceurs locales que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Je suis certaine, ça ne va pas te laisser de marbre. Qu'en dis-tu? J'ai l'impression quand même, Sarah, que tu veux me faire rester à Meknès. Hein? Oui, tout à fait, tu as raison. Oui, on y va? On y va. Merci Reda, au revoir. Au revoir Reda, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour les repas du quotidien. Alors bienvenue Yvan, nous sommes dans l'un des ateliers de pâtisserie traditionnels les plus anciens de Meknès et c'est tenu par un monsieur qui perpétue une tradition familiale et donc comme tu peux le voir, ces femmes reproduisent des gestes qui sont transmis de génération en génération. Ils sont en train de préparer un gâteau emblématique de Meknès et du Maroc. Toi tu venais ici quand tu étais petite? Alors tout à fait, ça n'a pas changé, ça évoque beaucoup de souvenirs d'enfance puisque j'avais l'habitude de venir ici avec ma grand-mère pour faire nos emplettes avant les fêtes religieuses, avant le ramadan aussi. Et c'est vraiment, je pense, c'est une volonté des propriétaires, c'est de préserver l'authenticité de ce savoir-faire. Moi je suis très impressionné, là, je suis en train de les regarder travailler. Il faut quand même beaucoup de dextérité pour faire toute cette jolie fleur en gâteau. Hein. Elles ont appris ça de leur maman, donc c'est vraiment transmis de mère en fille et elles reproduisent elles aussi ce savoir-faire. Ça te donne peut-être envie de goûter? Oh, oui.
Oui. J'espère que tu n'es pas au régime. Non, c'est pas grave, hein. Je suis prêt à prendre beaucoup de kilos avec toi. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Alors on va en cuisine. Voilà. Alors Yvan, bienvenue dans les coulisses de cet atelier unique. Nous sommes avec Monsieur Nabil. Bonjour. C'est l'héritier d'une grande famille de pâtissiers ici. Nabil, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers toutes vos pâtisseries à vos clients? Alors pour lui, 3 choses sont sacrées. C'est la recette ancestrale, c'est la qualité des produits et c'est aussi la transmission. Donc c'est vraiment sacré dans sa famille et c'est ce qu'il veut faire passer. Bon, bah, je te propose de goûter. Hein. Ah là là. Donc, Shukran, merci. Allez. Sabraha. Bon appétit alors, merci. Je crois que je vais rester avec Ness. Hein. Qu'en penses-tu? Paradis. Alors là, je te fais découvrir un autre visage de Meknès. C'est la nouvelle ville, donc c'est un espace beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune, et où l'art urbain vraiment trouve toute son ampleur. Il faut savoir que les premiers graffeurs marocains, ils sont meknessis. Ce sont vraiment des artistes talentueux qui pratiquent cet art urbain, mais qui, à travers justement ces fresques et ces réalisations, tentent de valoriser le patrimoine de la ville et de rendre hommage et valoriser tout le patrimoine culturel et toutes les traditions de Meknès. Donc voilà, à mi-chemin entre authenticité et modernité. Tradition, modernité. Tout à fait. Ça, c'est Meknès. Alors Yvan, s'il y avait à choisir un seul lieu à te faire découvrir ici à Meknès, ça serait incontestablement ce bassin impressionnant, le bassin Sahrij Souani. Il a été construit par le sultan Moulay Ismail et donc il sert toujours de réservoir d'eau. Et puis ce qui le rend encore plus magique, c'est qu'il continue à émerveiller et à vivre. Sarah, ça se voit, tu adores ta ville de Meknès. Et qu'est-ce que tu aimes le plus finalement dans ta ville? Alors ce que j'aime le plus, c'est qu'elle soit située à mi-chemin entre modernité et authenticité. Elle a une beauté vraiment impressionnante mais discrète, des monuments historiques impressionnants et c'est son image de ville profondément attachée à son histoire aussi, à son patrimoine. Alors tu fais de la télévision en français, qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ta vie professionnelle mais aussi dans ta vie personnelle? J'ai choisi de travailler en français, non pas parce que j'ai renié ma langue maternelle, hein, loin de là, je suis toute fière de cette langue qu'est l'arabe et le dialecte, mais pour moi le français c'est une langue d'ouverture, c'est une langue aussi de passion. C'est une langue qui me permet de m'exprimer, de raconter Meknès, de raconter son histoire, ses espoirs et de raconter toutes ces histoires et ces initiatives à travers la ville. Voilà. Si tu avais un mot, Sarah, pour définir ta ville de Meknès, ce serait lequel? Alors ça serait incontestablement éternel, parce que vraiment je trouve que Meknès elle est éternelle. Et si tu avais un mot pour ton pays, le Maroc? Fierté, profondément fière d'être marocaine et profondément fière de représenter mon pays et ses multiples facettes. Bon alors Sarah, je dois partir dans le sud de ton pays, je vais même passer par Ben Guerir, mais je vais te faire un aveu. J'ai très envie de rester à Meknès. Alors j'espère t'accueillir très très bientôt parce que je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir ici à Meknès. Écoute, j'espère te revoir, merci. Bon courage, à très bientôt. Merci à toi Sarah. Avant de poursuivre vers le sud du Maroc, je décide donc de m'arrêter à Ben Guerir, une ville étonnante nichée au cœur d'une plaine désertique. Ici s'élève une cité ultra-moderne du savoir dédiée au développement durable et à l'innovation. Véritable projet pionnier au Maroc et en Afrique, cette ville accueille un campus universitaire de 80 hectares conçu par le célèbre architecte espagnol Ricardo Bofill. Au centre de ce projet d'envergure, l'université Mohamed VI Polytechnique, plus connue sous le nom du M6P. Inaugurée en 2017 par le roi du Maroc Mohamed VI, l'université porte son nom et incarne une nouvelle vision de l'enseignement supérieur. Ce qui fait la singularité de l'UM6P, c'est avant tout son modèle académique novateur, centré sur la recherche appliquée, l'innovation et l'entrepreneuriat.
Elle se distingue également par son ouverture à l'international, en particulier sur l'Afrique, avec l'ambition d'être une terre d'accueil des talents africains de demain. L'implantation de l'UM6P à Ben Guerir ne s'est pas limitée à transformer le paysage universitaire marocain. Elle a également profondément dynamisé le territoire local en générant la création de nouvelles infrastructures, services et naturellement d'écoles pour les enfants du personnel de l'université. Parmi ces projets, l'un des plus emblématiques est l'école Majorelle, un établissement scolaire dont la création a été confiée à la Mission laïque française. Cette institution reconnue internationalement pilote un réseau de 108 établissements dans 37 pays, dont 12 au Maroc, avec une pédagogie axée sur la laïcité, le plurilinguisme et l'ouverture interculturelle. Bienvenue à l'école Jacques Majorelle de Ben Guerir. Bonjour monsieur. En seulement 9 mois, l'école Majorelle a vu le jour, implantée dans des locaux à l'architecture à la fois moderne et fonctionnelle. Elle accueille aujourd'hui une centaine d'élèves en primaire, dans l'attente de l'extension future vers un collège, puis un lycée, avec pour ambition de proposer à terme l'obtention du baccalauréat français. Bonjour. Parmi les premiers bénéficiaires du projet, Abdel, collaborateur à l'université. Chaque matin, il accompagne ses filles à l'école, convaincu que l'accès à l'enseignement en français est une évidence et une opportunité pour leur avenir. Pour moi, mes enfants, c'est important qu'ils aient une scolarité en langue française, en français. Déjà parce que notre pays, la deuxième langue étrangère, c'est le français. Nos administrations usent de la langue française. Et aussi, je vois que la langue française, c'est l'avenir aussi. Ce n'est pas que l'anglais. Donc c'est très important pour moi que nos enfants aient leur éducation en langue française. Allez, au revoir. Bonne journée. Mais l'école ne se limite pas à la seule langue française. Les matières y sont enseignées en anglais et en arabe, et les enfants passent d'une langue à l'autre avec aisance. Pour Peggy, la coordinatrice pédagogique de l'école, ce plurilinguisme est un atout pour ses élèves. Combien ont-ils de bonbons en tout? 9. Alors, comment on va faire? D'avoir accès à ces 3 langues pour les élèves, c'est un réel atout. Parce qu'ils vont développer le français et l'arabe, ça c'est un fait. Mais l'anglais, on a certains élèves qui vont aller faire des études en Angleterre, des études aux États-Unis. Donc il faut qu'ils développent ces 3 langues. Je pense que c'est vraiment un atout pour eux. Le Moyen-Orient, c'est une région du monde qui se développe également. Donc pour eux, continuer à pratiquer l'arabe, c'est vraiment très important. Et puis bien sûr, le français, parce que on est dans une école française et certains aussi vont aller faire leurs études en France. Donc je pense que c'est important pour eux de connaître les 3 langues. Pour la mission laïque française, ce projet est emblématique du développement de la francophonie dans cette partie du Maroc. Explication de Jean-Marc Mériot, son directeur général. Aujourd'hui, la question de la place de la francophonie au Maroc et particulièrement ici, dans un lien aussi avec un environnement scientifique international et anglo-saxon, c'est aussi réaffirmer la place de la France dans ces environnements aussi d'innovation. C'est-à-dire la France comme étant un territoire d'innovation, au-delà de la pure question de la langue. Et donc je pense que là-dessus, c'est aussi cette approche culturelle qu'il nous faut être en mesure de pouvoir porter dans nos établissements et dans cet établissement en particulier. C'est un nouveau projet pédagogique avant tout qui sera un peu un appartement témoin de ce qu'on a envie de développer dans l'ensemble de nos établissements au Maroc et à travers le monde. Allez, on va quitter la ville nouvelle de Ben Guerir, direction le sud, cap vers le Sahara et plus particulièrement la ville de Laayoune. Et pour me faire découvrir cette ville où le français est en plein développement, j'ai rendez-vous avec Alia, c'est la directrice de la future Alliance française de Laayoune. Allez, c'est parti. Bienvenue à Laayoune. Bonjour Yvan. Bonjour Alia. Comment ça va? Très bien, très heureux de te rencontrer. Alors quand j'étais dans l'avion, je regardais par le hublot, il y avait des dunes de sable partout. En fait, Laayoune est entourée par le désert. Oui, c'est un paradis dans le désert. On est vraiment au Sahara marocain, on est vraiment dans un endroit qui vit d'une manière très très agréable. Il y a une hospitalité remarquable, vraiment. Je le vois quand je te regarde là, la façon dont tu es habillée, je suis vraiment dans le Sahara. Quand on parle du Sahara marocain, donc on parle de la melhfa comme tenue. La marfa. Melhfa. Melhfa. Le melhfa, c'est la tenue traditionnelle que porte la femme sahraoui ici qui vit à Laayoune. Laayoune, c'est une ville aussi qui est en plein développement. Exactement. Il y a beaucoup d'universités qui se créent ici,
Comment tu décrirais cette ville de Laayoune? Si je dis Laayoune, je dis la prospérité, je dis la générosité, je dis l'évolution sans cesse. On focalise plus sur l'être humain qui a un capital majeur ici. Je te propose de partir avec moi à Tarfaya visiter un musée exceptionnel. C'est bien mystérieux. Oui, exactement. Mais je profite de l'occasion pour t'offrir un petit joli cadeau des gens de Laayoune. Donc c'est le thème. Oui, c'est un symbole de fraternité, un symbole d'hospitalité marocaine. Merci Sahraoui. beaucoup. Et là, j'ai l'air d'un vrai Sahraoui. Oui, donc on part à Tarfaya. Eh bien, on y va. On part pour Tarfaya. On part. Destination francophonie au Maroc. À Tarfaya, Alia dirige le département de l'éducation. Elle a consacré toute sa carrière à favoriser l'accès à l'éducation pour les enfants de la région. Connue de tous pour son engagement, elle a été choisie pour piloter un projet ambitieux, la création de l'Alliance française de Laayoune. Cette dynamique nouvelle pour la francophonie s'inscrit dans le contexte de la reconnaissance officielle par la France en juillet 2024 de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Depuis, l'ambassadeur de France au Maroc multiplie les visites dans la région pour renforcer les liens culturels, éducatifs et économiques. Parmi les acteurs clés de cette présence francophone, l'école Paul Pascon occupe une place centrale. Installée à Laayoune depuis 2012, cette école du réseau de la mission laïque française scolarise 247 élèves, tous originaires de la région, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, dans un environnement 100% francophone. Symbole d'une dynamique régionale en plein renouveau, l'école emménagera dans quelques mois dans de nouveaux locaux modernes actuellement en construction. Le chantier est suivi de près par les autorités marocaines et l'ambassadeur de France. Et ça, c'est les cours pour les plus grands? Pour lui, la francophonie joue un rôle primordial dans cette partie du Maroc. Ici, la francophonie, elle représente une perspective. Elle représente une perspective de développement humain, de développement professionnel, d'arrimage aussi, encore plus important au Maroc, qui est quand même un pays francophone. Il faut savoir que les Marocains, c'est la première communauté d'étudiants en France. Il y aura des jeunes ici qui viendront étudier en France parce qu'ils pourront apprendre notre langue dans nos écoles ou dans notre alliance. Et l'ambition de cette région d'être un trait d'union entre finalement l'Europe et l'Afrique, et de lui donner toute son importance dans le royaume du Maroc, c'est aussi à travers le français et la francophonie qu'elle se réalisera. Bienvenue à Tarfaya. Et sois le bienvenu à Tarfaya, entre la mer et le sable. J'aime beaucoup cet endroit parce qu'on a l'impression d'être un peu au bout du monde ici. Et puis Tarfaya, ça a toujours été un port. Oui, exactement. Tarfaya jouait un rôle très important dans le côté commercial. Ici, on a un fort qui a été bâti en 1916 par des Anglais dans un premier temps. Et après, il a été agrandi par les Espagnols. Alors là, Alia, je vois une sculpture avec un avion. Je commence à comprendre où tu veux m'emmener. Exactement. Donc, on est à Tarfaya. C'était une escale de l'Aéropostale. Donc, Saint-Exupéry a vécu ici à peu près 2 ans. Donc, on va découvrir ensemble le musée de Saint-Exupéry. Et voilà, nous sommes devant le musée de Saint-Exupéry. Je vais te présenter Monsieur Sadet, le directeur du musée. C'est génial, Alia, de trouver un musée Saint-Exupéry comme ça au sud du Maroc. Exactement, c'est toujours intéressant de vivre une partie importante de l'histoire. Et le Petit Prince nous accueille. Oui, chaleureusement, il nous accueille. Comme toujours au Maroc. Comme toujours, oui. Bonjour Sadat. Bonjour, bienvenue au musée Antoine Saint-Exupéry. Bienvenue Madame Alia. Bonjour. Enchantée. Alors, Antoine de Saint-Exupéry a vécu ici à Tarfaya. Exactement, il a vécu ici 2 ans, mais aussi pour moi, il est né ici à Tarfaya parce que Antoine de Saint-Exupéry qui nous réunit dans ce moment, c'est l'écrivain. Et l'écrivain est né à Cap Joubi, Tarfaya et pas à Lyon.
Et le Petit Prince est né donc ici, sur les dunes de Tarfaya. C'est là où le pilote rencontre pour la première fois le Petit Exactement, Prince. il a passé 18 mois ici. Et c'est là aussi, comme il disait lui-même, qu'il a commencé à écrire Entre désert et mer. Le Petit Prince, le livre le plus traduit dans le monde, et c'est là où il était conçu. Donc, quand on lit un texte, on lit son histoire, on lit Tarfaya. Pour cela, on est là au service des générations futures. Jusqu'à aujourd'hui, on est en travail étroit avec le ministère de l'Éducation sous la délégation de Madame Alia. Dernièrement, on a fait pas mal d'actions, pas mal de projets, y compris le projet des étoiles du Petit Prince, en collaboration avec la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. Donc, si on veut connaître, si on veut sentir toute l'histoire du Petit Prince, c'est à Tarfaya qu'il faut venir. Rien n'a changé, rien n'a changé. La piste d'atterrissage est là, le fort espagnol est là, la maison des pilotes est là, le musée est là, donc rien n'a changé. C'est le seul endroit au monde qui bat toujours au rythme de l'aéropostale et d'Antoine Saint-Exupéry. Il est incroyable ce bâtiment. En face de nous, c'est quoi? Oui, exactement, c'est la maison de la mer, Casa del Mar. C'est un bijou au sein de Tarfaya. Il a été acheté par Hassan Ier et offert à la population locale pour mettre fin à la présence anglaise. Et il est là, il reste là, il nous regarde. Il reste là. On se met ici? Oui. Moi, je trouve qu'en fait, quand tu regardes ce paysage, ça convoque la rêverie. On a l'impression d'être totalement ailleurs. Oui, exactement. Ça rafraîchit l'âme et ça réchauffe le cœur. C'est vrai. Oui, exactement. Pourquoi tu as décidé de t'engager dans un projet comme celui de l'Alliance française? Bien sûr, c'est un projet très ambitieux par lequel on espère vraiment participer dans le réseau international des Alliances françaises pour pouvoir par la suite montrer notre culture, notre patrimoine local, bien sûr, à tout le monde, parce que vraiment ça mérite d'être vu, d'être partagé. Et ça reste toujours lié avec le roman du Petit Prince, quand il est dit créer des liens au sud. Inch'Allah, de créer cette famille francophone. Et justement, Alia, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la langue française? La langue française est un canal essentiel pour faire transmettre nos valeurs, transmettre notre culture et notre patrimoine au monde entier. Alors si tu avais un mot, Alia, pour définir ta province que tu aimes tant, ce serait lequel? Je vais dire l'hospitalité et la tolérance. Et un mot pour définir ton pays, le Maroc? Ça serait la perle du monde. La perle du monde. Ouais, c'est très joli. Ouais. Et je suis très heureux de terminer mon voyage dans la perle du monde avec toi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Voilà, j'espère que cette traversée du nord au sud du Maroc, hors des sentiers battus de la francophonie marocaine, vous a donné envie de découvrir d'autres facettes de ce pays fascinant. Tout au long de ces 1500 km de voyage, j'ai été très touché de rencontrer des Marocaines et des Marocains très attachés à leur culture, à leur tradition, à leur pays, mais aussi à la langue française qui fait partie intégrante de leur quotidien. Alors, vous aussi, venez découvrir ce pays authentique, vous ne serez jamais déçus. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!